Bienvenue dans ce deep dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un composant électronique, souvent un peu dans l'ombre, mais absolument partout. La bobine. On l'appelle aussi inducteur ou self. Hmm, essentiel, oui. Notre source, c'est un cours assez poussé sur le sujet, et notre mission, eh bien, c'est de démystifier ce composant, comprendre comment il fonctionne, son principe essentiel, et pourquoi on le trouve vraiment dans énormément d'appareils autour de nous. C'est un bon programme. Alors, on y va. Ce qui est assez fascinant au départ, c'est sa simplicité. Enfin, en apparence. C'est juste un fil enroulé sur lui-même. C'est ça. Mais, faut pas se fier aux apparences. Cette structure toute simple lui permet d'interagir de façon assez complexe avec les champs magnétiques. Son rôle principal, stocker de l'énergie sous forme magnétique et, point très important, s'opposer aux variations de courant qui la traversent. Exactement. C'est un peu comme une inertie, mais pour l'électricité, quoi. Et au final, c'est un composant très fiable et très polyvalent. Tout à fait. La caractéristique clé vraiment, c'est l'inductance. On la note L. C'est elle qui mesure cette capacité à créer un champ magnétique et, comme vous disiez, à s'opposer au changement de courant. D'accord, L. Son unité, c'est le Henry, H, et cette valeur L, elle dépend énormément de comment la bobine est construite. Le nombre de tours de fil, bien sûr, mais aussi la présence ou non d'un noyau, le type de noyau, ses dimensions. Ah oui, Concevoir une bobine, c'est vraiment un exercice d'optimisation entre tous ces paramètres. C'est pas si simple en fait. je vois. Et pour bien comprendre son comportement, il y a deux lois physiques qui sont vraiment au cœur du sujet. D'abord, la loi de Faraday. Elle nous dit qu'une variation de courant dans la bobine va induire une tension à ses bornes. Ah, La fameuse formule E égale moins LdIdt. En gros, plus le courant change vite, c'est le dIdt, plus la tension induite E est grande. La bobine agit comme un petit générateur, mais seulement quand le courant varie. donc si j'ai un courant parfaitement continu, stable, cette tension E, elle est nulle. Précisément, exactement. Si dIdt est 0, E est 0. Et la deuxième loi, c'est la loi de Lenz. Elle précise le sens de cet effet. La tension induite s'oppose toujours à la cause qui l'a créée. C'est-à-dire? Si le courant essaye d'augmenter, la bobine va générer une tension pour le freiner. Si le courant essaye de diminuer, elle génère une tension pour essayer de le maintenir. C'est une sorte de force de modération, si vous voulez. D'accord, elle aime pas le changement en gros. C'est un peu ça, oui. Et la conséquence directe, très importante en pratique, le courant dans une bobine ne peut jamais changer instantanément. Il doit varier de façon continue. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour les applications, j'imagine. Parce que ce comportement, il n'est pas du tout le même selon le type de courant. Absolument. En courant continu stable, une fois que le petit régime transitoire du début est passé et que le courant ne bouge plus, eh bien la bobine, elle ne s'oppose plus à rien. Elle devient équivalente à un simple fil. Un court-circuit, idéalement. D'accord, juste un bout de cuivre. Voilà. Mais dès qu'on passe en courant alternatif, ou même pendant les variations en continu, là, elle se réveille. Elle s'oppose activement au passage du courant. On appelle ça la réactance inductive, notée XL. XL, d'accord. Et ce qui est clé, c'est que cette opposition, cette réactance XL, elle augmente avec la fréquence du courant. La formule, c'est XL égale 2πfL. Plus la fréquence F est élevée, plus la bobine freine le courant. Ah oui, d'accord, hein. Donc elle laisse passer plus facilement les basses fréquences que les hautes fréquences. Exactement. Elle bloque, ou plutôt atténue, davantage les hautes fréquences. C'est fondamental pour le filtrage, par exemple. Oui, je vois. Ça, c'est la bobine idéale. Mais j'imagine qu'il y a des limites dans la vraie vie. Bien sûr, bien sûr. La bobine parfaite, ça n'existe pas. D'abord, le fil lui-même a une résistance. Toute bête. On l'appelle la DCR, la résistance en courant continu. Oui. Du coup, il y a forcément des pertes d'énergie par effet Joule. Ça chauffe un peu. C'est inévitable. Logique. Ensuite, il y a un autre effet, un peu plus vicieux. Les spires de fil sont proches les unes des autres. Ça crée une petite capacité électrique entre elles. Une capacité parasite. Ah oui. Et cette capacité parasite, elle devient gênante à haute fréquence. Il y a même une fréquence particulière, la SRF, la fréquence d'autorésonance, où la bobine entre en résonance avec sa propre capacité parasite. Et là? Et au-delà de cette SRF, eh bien, elle ne se comporte plus du tout comme une bobine. Son impédance devient capacitive. C'est une limite haute en fréquence pour son utilisation. D'accord, faut faire attention à ça. Et il y a autre chose? Oui, surtout si elle a un noyau magnétique. Ces noyaux, c'est très utile, on va en parler, mais ils ont une limite.
Justement, les noyaux. On voit souvent des bobines à air, sans rien dedans, et d'autres avec un noyau en ferrite ou en poudre de fer. C'est quoi la différence majeure? Alors, les bobines à air, sans noyau, leur avantage c'est qu'elles sont très linéaires. L'inductance ne varie pas avec le courant. Elles sont bonnes pour les hautes fréquences, mais pour avoir une inductance élevée, il faut qu'elles soient assez grosses. D'accord? Pour avoir beaucoup d'inductance dans un petit volume, on utilise un noyau en matériaux magnétiques, comme la ferrite ou la poudre de fer. Ça concentre le champ magnétique, ça augmente, elle, de façon très significative. Mais il y a un mais. Il y a un mais, oui, c'est la saturation. Ce noyau magnétique, il ne peut pas emmagasiner une quantité infinie de champs magnétiques. Si le courant devient trop fort, le noyau sature. Et qu'est-ce qui se passe quand il sature? Son comportement devient non linéaire et surtout, l'inductance chute brutalement. La bobine perd son efficacité. Donc il faut bien choisir le noyau et s'assurer qu'on ne dépassera pas ce courant de saturation dans l'application visée. Il y a aussi des pertes spécifiques au noyau lui-même, différentes des pertes dans le cuivre. D'accord. C'est tout un art, en fait, de choisir la bonne bobine. C'est exactement ça. Et toutes ces propriétés, qu'elles soient idéales ou un peu moins, ouvrent la porte à des applications innombrables. Le filtrage, évidemment, souvent avec des condensateurs, ça forme des circuits LC. Très utilisés pour sélectionner des fréquences en radio ou pour nettoyer le bruit sur les alimentations électriques. Oui, les fameux filtres LC. Voilà. Une autre application énorme, c'est la conversion d'énergie. Dans toutes les alimentations à découpage moderne, comme votre chargeur de téléphone, il y a une ou plusieurs bobines qui sont cruciales pour lisser le courant, pour stocker temporairement l'énergie. Ça permet d'avoir des rendements très élevés. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'elles sont partout dans nos chargeurs. C'est ça. On les trouve aussi dans les transformateurs, bien sûr, pour changer les niveaux de tension sur tout le réseau électrique. Dans les moteurs, les générateurs, c'est la base de la conversion électromécanique. Et puis, des choses comme les relais électromécaniques, les capteurs de proximité inductifs. C'est fou, en partant d'un simple fil enroulé. Hmm. Donc, si on devait résumer tout ça, la bobine, ce simple enroulement de fil, c'est vraiment un pilier de l'électronique moderne. Sa capacité à jouer avec l'énergie magnétique et surtout à freiner, à lisser les variations de courant, c'est ça qui est exploité partout. Oui, le point essentiel à retenir, c'est vraiment son comportement dynamique. Très différent en continu stable et en régime variable, très dépendant de la fréquence. Et bien sûr, influencé par sa construction, les matériaux et les aspects non idiots, la résistance, la capacité parasite, la saturation du noyau, ce sont des contraintes réelles pour les ingénieurs, mais on sait les gérer avec une conception soignée. On la croise donc absolument partout, sans même y penser. Nos chargeurs, on l'a dit, mais aussi dans nos voitures, la bobine d'allumage qui crée l'étincelle pour les bougies, Tout à fait. les moteurs électriques, les systèmes audio pour les filtres, et à très grande échelle dans le réseau électrique avec les transformateurs. Comprendre la bobine, c'est un peu comprendre comment marchent beaucoup de nos appareils finalement. Exactement. Et ça soulève une question, je trouve, assez intéressante pour la suite. La technologie pousse toujours plus loin la miniaturisation, l'efficacité énergétique. Comment est-ce que la conception de ces composants, si fondamentaux, va évoluer? Est-ce qu'on va voir apparaître de nouvelles géométries d'enroulement, des matériaux magnétiques complètement révolutionnaires, voire des principes physiques alternatifs pour faire la même chose, stocker de l'énergie, lisser le courant? C'est une piste de réflexion, je pense.